Bonjour à tous. Alors bienvenue pour ce deuxième épisode de la chronique d'une maman d'enfant 10. Alors aujourd'hui je vais vous parler du dossier MDPH, donc c'est la suite de l'épisode précédent. Bienvenue dans cette nouvelle série. Et alors je m'étais arrêtée au diagnostic et à la fin du rendez-vous neurologue. Et justement, j'ai zappé de vous dire un truc, c'est au sujet du dossier MDPH, justement, prévoyez bien de le remplir, de remplir la partie médicale avec le neurologue. Comme vous avez déjà attendu 1 an pour avoir un rendez-vous avec le neuropédiatre, ce serait un peu ballot de partir sans avoir rempli cette partie du dossier MDPH. Même si vous n'êtes pas encore sûr du diagnostic, tout ça, allez-y avec un dossier ou demandez au neuropédiatre, ils en ont sous le coude. Mais surtout, partez pas du rendez-vous sans avoir rempli cette partie médicale, qui est une des parties du dossier. Alors, il y a plein d'autres parties à ce dossier MDPH et c'est vraiment un truc qui fait peur. Peur de le remplir, peur d'avoir la réponse, peur de ne pas avoir ce qu'on a demandé, etc. Donc, c'est vraiment un facteur de stress assez important, ça, dans le parcours, le dossier MDPH. Donc, une fois que vous avez rempli la partie médicale par le neurologue, après, il y a tous les bilans. Donc, je l'ai déjà un petit peu évoqué rapidement la dernière fois, mais donc, il y a les bilans à faire avec l'orthophoniste en fonction évidemment du trouble de votre enfant, mais en tout cas pour ma part, donc bilan orthophoniste, ergo, psychomote, bilan psy aussi parfois, ou des tests WISC, des trucs comme ça, qui sont à faire d'abord. Donc là, il faut trouver les libéraux. Un petit conseil, essayez de voir un premier libéral et puis de voir s'il connaît d'autres gens dans d'autres disciplines pour qu'ils puissent après communiquer entre eux, parce que ça a été aussi une des galères, c'est quand vous prenez des libéraux, c'est que chacun travaille sur son truc et ils ne se parlent pas forcément entre eux. Donc entre une psychomote et un ergothérapeute, des fois ils travaillent un peu sur la même chose mais pas avec les mêmes méthodes, pas de la même façon. Donc c'est bien s'il y a une petite coordination, et ça, tant que vous êtes dans le système libéral, c'est pour la tronche du parent de faire ce rôle-là. En tout cas, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des échanges entre les professionnels de santé. Donc les bilans. Donc chacun fait son bilan, donc il y en a pour 1, 2 ou 3 séances en fonction de la discipline. Et c'est une période assez compliquée à vivre, à la fois pour l'enfant parce qu'il passe sa vie à faire des bilans en plus de l'école, et pour les parents parce que qui dit bilan dit après restitution. Et évidemment, dans les restitutions, on passe 1 heure, 1 heure et demie à vous dire tout ce qui ne va pas chez votre enfant et tout ce qu'il ne sait pas faire. Tout ce qu'il sait faire de mieux que les autres, c'est pas évoqué forcément puisqu'on fait des bilans de tout ce qui va pas. Et donc c'est une période assez compliquée quand même. Ça doit l'être aussi pour l'enfant, mais ça l'est aussi pour le parent. Donc voilà, mon petit conseil moi dans cette période-là, c'est de ne pas oublier que votre enfant a aussi plein d'atouts. Ok, il est différent, mais il est différent dans les deux sens. Il y a aussi des atouts formidables qu'on ne relève pas dans les bilans, mais que vous voyez, et dans votre cœur de maman, vous connaissez. J'ai une petite émotion qui passe. Donc l'hypersensibilité de l'enfant, le côté empathique. Là encore, c'est pas forcément le cas de tous les 10, mais quand même, l'hypersensibilité, elle est quand même souvent présente chez les enfants 10. Ils ont un cœur gros et pur, une connexion à la nature, une connexion à l'univers si vous croyez à ça, un imaginaire de fou, une créativité du coup qu'il faut absolument pas brider. Ils ont des amis imaginaires, très bien, c'est leur connexion à eux. Ils ont aussi une énergie de dingue, bon parfois trop, mais ça peut servir dans la vie quand même d'avoir de l'énergie. Un côté volontaire aussi, persévérant, parce que ils en chient les gamins quoi. Ils sont à l'école, on les met dans des cases, on leur dit tous les jours que ça va pas, qu'en français et maths ça va pas, qu'ils ont besoin d'accompagnement, qu'ils sont différents, etc. Punaise, ils ont 5 ans, ils ont déjà tout ça sur les épaules. Donc une résilience aussi,
une capacité à persévérer, à bosser, à s'adapter, une adaptabilité de fou. Et ben tout ça, voilà, ça va faire des êtres formidables, sont déjà des êtres formidables, et ils auront une valise de fou dans la vie après. Mais on sait qu'ils ont 18 ans de galère, c'est 18 ans d'école. Donc voilà, notre rôle en tant que parents, c'est d'essayer de faire en sorte que ce soit le moins galère possible pour eux, en leur donnant tous les accompagnements, mais aussi évidemment tout l'amour dont ils ont besoin. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc oui, une période un peu compliquée à vivre, donc ne vous oubliez pas non plus dans cette période, vous parents. Je crois que je ferai une vidéo aussi sur le sujet, parce qu'on est extrêmement focus sur l'enfant, sur tous les accompagnements qu'il faut pour l'enfant, mais parfois on s'oublie un peu, et ce sont des périodes chahutantes aussi pour les parents. Et voilà, on peut aussi craquer dans ces périodes, donc entourez-vous et faites-vous du bien et accompagnez-vous, vous aussi. Il faut accompagner l'enfant, mais le parent aussi. Donc j'en étais où? Les bilans, oui, donc on fait les bilans avec toutes ces personnes, tous ces spécialistes, et il faut aussi leur demander les devis pour pouvoir l'intégrer au dossier MDPH. Donc ça, c'est la partie plutôt, on va dire, médicale, paramédicale. Ensuite, dans le dossier MDPH, il y a toute une partie à remplir par le parent sur tout ce que l'enfant sait faire, pas faire. Bon, là aussi, il faut qu'on joue le rôle plutôt pessimiste en disant tout ce qui ne va pas. Et on a une petite lettre aussi de mémoire à écrire. Alors moi, ça fait 4 ans que j'en ai pas fait. Avec le Covid, ils ont été sympas. J'ai eu un dossier pour 4 ans, mais là, faut que je m'y remette cette année, en 2024. Donc les souvenirs sont un peu lointains, mais il y a une sorte de lettre à écrire sur un projet de vie pour notre enfant, et pour réclamer du coup tous les accompagnements pour pouvoir faire ce projet de vie. Donc un petit conseil dans le dossier, c'est de demander tout ce qui est possible, en tout cas dans le cadre de ce handicap-là. Donc dans ce qui est possible, donc il y a évidemment l'aide matérielle, il y a une aide financière de la CAF pour financer les rendez-vous, etc. C'est pour ça qu'il faut avoir les devis des spécialistes. Il y a aussi une aide matérielle vraiment physique, l'ordinateur, le scanner et tout ça, tout ce que l'enfant peut nécessiter pour ses études. Et ensuite, évidemment, il y a l'aide humaine. Et l'aide humaine, donc il y a 2 volets. Donc on connaît en général beaucoup l'accompagnement AVSI ou AESH, je ne sais plus quel est le terme qu'il faut employer maintenant, mais les deux se comprennent. Donc c'est vrai qu'on a quand même la chance en France d'avoir un système qui permet d'avoir une aide personnelle pour notre enfant. Alors il faut un peu batailler pour demander cette aide et l'avoir, mais une fois qu'on l'a, on a quand même... moi j'avais une personne à temps plein à 18 heures par semaine consacrée uniquement à mon enfant. Ce sont des personnes exceptionnelles, Aurore si tu m'écoutes, et qui sont vraiment indispensables pour les enfants, en tout cas dans le système scolaire classique, qui n'ont pas forcément de formation sur les troubles, mais qui apprennent sur le tas, avec l'enfant, à côté de l'enfant. Elles ont une empathie de malade, une patience de fou, et c'est vraiment des personnes qui sont essentielles en tout cas pour aider dans la classe et pour aider les instits à faire en sorte que ça se passe bien pour l'enfant, quoi. Donc voilà, l'AVS. Et après, il y a une autre aide humaine qui est le CESAD. Alors, je ne sais plus exactement ce que veulent dire les lettres CESAD, mais en tout cas, c'est un centre qui accompagne les enfants en troubles d'apprentissage. Et en fait, ce centre remplace un peu tous les libéraux que vous avez à droite à gauche. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'autorisation d'aller dans ce centre, il y a une liste d'attente d'1 à 2 ans. Donc n'attendez pas la réponse de la MDPH, mettez-vous sur liste d'attente de ces centres pour espérer avoir une place dès que vous avez une réponse positive de la MDPH. Au pire, si vous avez une réponse négative, vous sortez de la liste d'attente et puis c'est tout. Mais au moins, vous n'aurez pas perdu 6 mois
pour demander une place en CESAD. Donc en fait, l'avantage du CESAD, c'est que vous avez tous les professionnels de santé, donc orthophonistes, ergo, psychomotes, etc., psychologues aussi, et tout ça est concentré dans un centre. Et en fait, ces gens interviennent directement à l'école. S'arrangent avec l'école, discutent avec la directrice, l'institutrice, etc. Et trouvent des créneaux qui vont bien pendant l'école pour avoir les rendez-vous avec votre enfant. Donc vous n'avez plus à courir partout chez les différents libéraux, vous n'avez plus à faire la communication entre les libéraux. Votre enfant a ses rendez-vous dans le cadre de l'école, à l'école et dans les horaires d'école. Donc c'est pas une surcharge pour lui. Enfin, c'est une petite surcharge parce qu'il est en rendez-vous individuel, donc forcément ça cogite un peu plus, mais il n'y a plus ces 6 rendez-vous à faire en plus de l'école, quoi. Donc c'est vraiment un fonctionnement plutôt bien, et puis il y a une communication entre le parent et puis le centre et l'école aussi. Donc c'est vraiment un trinôme pour que tout le monde avance dans le même sens pour les bienfaits de l'enfant. Voilà pour le CESAD. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, le rôle de l'école, justement, l'enseignant, donc pour remplir le dossier MDPH. Bon, moi j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée par la directrice de l'école de mon fils, qui est hyper open sur tous ces sujets-là et très très bienveillante et accompagnante. Anne, là aussi, si tu m'écoutes, un grand merci. Et on avait un enseignant référent, donc c'est l'enseignant de la circonscription qui aide les parents avec enfants à difficulté pour faire les dossiers, notamment MDPH, et puis pour suivre aussi tout le parcours, donc les GEVASCO, les ESS, etc., enfin tous les sigles de l'éducation nationale. Et donc là aussi, j'ai eu la chance d'avoir un enseignant référent qui était vraiment top et qui m'a vraiment pris la main pour faire le premier dossier MDPH, qui est le plus fatidique. Et donc logiquement, c'est le directeur de l'école qui vous met en relation avec cet enseignant référent pour créer le dossier. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui. Une fois que le dossier est rempli, envoyé. Bon, là, vous priez. Et puis, vous priez le Dieu que vous voulez. Et puis, vous attendez quelques mois. Moi, je crois que j'ai attendu 6 mois. C'est entre 4 et 6 mois. Donc, je pense qu'au bout de 5 mois, j'avais la réponse. Enfin, le délai... Le délai indiqué a été respecté, ça reste 6 mois d'attente, mais voilà. Et là, ouais, il y a quand même un deuil à faire à ce moment-là, à la fois quand on le remplit, mais puis même quand on a la réponse, on est à la fois content si la réponse est positive. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des réponses positives sur tout ce que j'ai demandé. Donc hyper contente de mettre tout ça en place, et en même temps il y a ce fameux deuil quand même de mon enfant n'aura pas une scolarité classique et tranquille, hein. Ça sera pas un long fleuve tranquille, quoi. Donc il y a le deuil de l'enfant bon élève sans problème où tout va rouler à l'école, qui est à faire. Et puis le mot quand même handicap qui... Voilà, moi je suis pas fan de ce mot, j'en ai pas d'autres, mais je préfère le mot différent. Mais ça m'a particulièrement marqué quand j'ai appelé la MDPH pour savoir un peu où en était le dossier. Et j'ai eu 45 minutes d'attente au téléphone et 45 minutes de musique de fond là, qui dit « Bienvenue à la maison départementale du handicap du Nord-Pas-de-Calais ». Et ça pendant 45 minutes. Et j'ai raccroché, j'ai pleuré en me disant ah ouais, là on peut plus le nier. Donc il y a vraiment la notion de deuil qui est arrivée à ce moment-là. Voilà, mais ça fait partie aussi pour moi de l'accompagnement du parent et de tout ce cheminement. Et le fait de prendre soin de soi pendant cette période qui est pas simple. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur le dossier MDPH. Il est à faire de façon récurrente, mais le premier, c'est le plus important.
Bon, moi, j'ai pas eu le cas de réponse négative. Je sais qu'il y a des recours en cas de réponse négative, mais ça, il faudra voir avec l'enseignant référent. Moi, j'ai pas eu ce cas-là. Voilà, puis après, ça s'enchaîne aussi avec l'école. Donc, une fois qu'on a la réponse de la MDPH, après, même si on a une autorisation d'avoir une AVSI ou autre, il faut combiner ça avec l'école pour qu'il y ait une personne disponible pour votre enfant. Bon, moi là aussi, ça s'est super bien goupillé. La directrice de l'école a été super arrangeante pour me trouver à chaque fois des perles pour mon fils. Et il a toujours eu la même personne. Enfin, il a eu 2 personnes différentes, mais c'était toujours... sur les 18 heures, c'était la même personne. Et voilà, donc ça s'arrange après avec l'école en fonction des disponibilités et des AVS qui ont du temps pour s'occuper de votre enfant. Donc ça peut prendre un petit peu de temps aussi à se mettre en place. Mais une fois que c'est en place, voilà, c'est plutôt normalement assuré. Et je le répète, avec des personnes en or. J'ai pas parlé des instits, mais pareil, on a eu la chance sur toute la scolarité pour l'instant de notre enfant d'avoir des instits hyper bienveillantes. Là non plus, pas trop formées aux troubles 10, mais qui faisaient ce qu'elles pouvaient. Je leur ai prêté des livres, elles ont lu des livres, elles ont adapté tout ce qu'elles pouvaient pour notre fils. Elles leur ont apporté de l'affection, ce qui est quand même le point numéro 1 des besoins d'un enfant, c'est l'affection. C'est pas de savoir écrire ou lire, c'est de l'affection. Et ça, il l'a eu. Et donc, voilà, j'aurais plein de choses à dire dans une autre vidéo sur l'éducation nationale, mais en tout cas sur les enseignants. Voilà, elles font un travail remarquable et dans des conditions pas toujours simples. Donc, voilà, je vais m'arrêter là-dessus aujourd'hui. Je reprendrai la suite sûrement justement sur le fait que les enfants 10 en fait, sont révélateurs pour moi de toutes les incohérences du système de l'éducation nationale et de tout ce qu'il faudrait faire évoluer, aussi bien pour les enfants différents, mais aussi et surtout pour les enfants normaux, enfin non, pour tout le monde, quoi. Mais ça, ce sera l'objet de la prochaine. Et bon, je vous rappelle que donc je propose des accompagnements, donc n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez juste une petite question sur tout ce que je viens de vous partager, n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec plaisir, si j'ai la réponse bien sûr. Et si vous souhaitez un accompagnement pour vous, pour votre enfant, pour la famille dans cette situation, vous pouvez me contacter aussi sur les réseaux sociaux ou par texto, par mail. Ou visiter mon site web, donc soinsmelocoton.fr. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.